Alors, je vais parler d'un phénomène qui est plutôt à la mode en ce moment en France, c'est l'absence de prise de responsabilité individuelle et le fait de pas prendre ses responsabilités, mais de reporter systématiquement la faute sur les autres. C'est les autres, c'est le système, c'est de la faute d'un tel. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dangereux puisque ça ne nous invite pas à nous poser les bonnes questions, d'une part, et parfois on va même se créer des ennemis fictifs. Et c'est pas anormal qu'on fasse ça, c'est lié à deux choses. Une chose qui est plutôt d'ordre psychologique et une chose qui est plutôt d'ordre politico-social. Et donc je vais donner plusieurs exemples de non-responsabilité individuelle qu'on refuse souvent de prendre, que ce soit dans le travail, dans l'éducation ou dans le bien-être. Dans le travail, ça peut être je ne travaille pas, je suis au chômage, c'est à cause de l'étranger. Eh ben, il y a une question à ce moment-là que tu dois te poser. Comment un étranger qui a franchi des kilomètres, qui ne connaît pas spécialement les règles d'un pays, les normes d'un pays, qui a dû potentiellement franchir la barrière de la langue, arrive, lui, à trouver sans contact au départ du boulot et pas toi. Alors, autre question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour trouver du boulot? Est-ce que je peux pas me créer un boulot moi-même? Alors, je sais que certains, pareil, pour dire que c'est de la faute des autres, ils vont dire oui, mais les étrangers, ils se présentent et ils sont payés moins cher ou ils sont payés au black. Alors, il y a deux problèmes dans cette réflexion. La première, c'est s'ils sont payés au black, le souci, c'est pas l'étranger en tant que tel, c'est le non-respect des lois ou l'application des lois qui n'est pas bonne. Et il est payé moins cher, ça veut dire que tu n'as pas réussi à prouver que tu avais des meilleures qualités que quelqu'un qui vient de loin, qui a franchi la barrière de la langue, qui n'avait pas de contact. Donc là, j'invite vraiment à se remettre en question. Deuxième cas de figure, quelqu'un exerce la même activité que moi, mais a un meilleur salaire. Et je vais dire que c'est de la faute soit de mon sexe, soit de mon origine ethnique. Alors la question peut-être qu'on peut se poser, c'est comment est établi le salaire? Est-ce que c'est pas issu d'une négociation entre un employé et un employeur ou ses représentants? Est-ce que j'ai bien négocié quand je suis arrivé? Est-ce que j'ai appris à négocier? Est-ce que j'ai montré que j'étais assez bon à un moment pour pouvoir renégocier mon salaire? Est-ce que j'ai demandé à renégocier dans un timing intelligent quand j'étais indispensable et quand ça coûtait plus à la boîte de me perdre que de me garder? C'est peut-être ces questions-là qu'il va falloir se poser plutôt que remettre ça sur des sujets sérieux que sont aussi bien le racisme ou le sexisme, qui sont des sujets sérieux, encore une fois, qui existent. Mais sur certains sujets, je pense que des fois, il faut peut-être se prendre en responsabilité et se poser les bonnes questions, se prendre en main. C'est pas parce que des sujets sérieux comme le racisme ou le sexisme existent qu'il ne faut pas se prendre en main et qu'il ne faut pas se poser les bonnes questions. Troisième exemple, au travail, dire que mon responsable, mon manager, il est toxique. Alors, la première question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que tu as posé tes limites? Est-ce que tu lui as dit tes attentes? Parce qu'en général, quand on pose ses limites, il y a deux réponses possibles. Soit la personne en face comprend vos limites et ne cherche pas à les dépasser, ou soit essaie de vous la faire à l'envers de façon sournoise, c'est-à-dire pas en direct. Mais ça vous laisse le temps en général d'aller chercher un autre boulot. Est-ce que vous en avez cherché un autre? En tout cas, moi j'invite personne à rester dans une situation où son patron est toxique. Alors certains vont me dire oui, c'est pas facile de changer de boulot, ce qui est vrai. Mais déjà, il faut faire la démarche d'aller changer. Est-ce que tu as été voir les services RH pour te plaindre du harcèlement? Voilà, il y a plein de choses à faire, mais il faut les faire encore une fois. Et se prendre en main. Concernant l'éducation, mon enfant fait des bêtises, il a été perverti par la société, par les réseaux sociaux, par la télé, par les écrans. Première question que tu peux te poser, qui lui a acheté un écran?
qui l'autorise à regarder la télé? C'est la première question que tu peux te poser. Ensuite, comment il va sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'a empêché de lui prendre un abonnement téléphonique sans Internet? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Quelle limite tu l'as fixée dans les autorisations de l'écran? D'ailleurs, on sait que même quand on a un abonnement Internet, on peut mettre un contrôle parental. Alors, dire c'est de la faute de la télé et des réseaux sociaux, c'est bien, mais quelle limite j'ai fixée à mon enfant? Qu'est-ce que je lui ai permis de faire? C'est moi qui lui ai mis les écrans sous les yeux, à la base. Il ne peut pas se fournir un écran tout seul. Donc ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Mon enfant fait des bêtises, et c'est normal, parce qu'il a un trouble, il est hyperactif. Alors, là, on est sur un sujet sérieux, puisque l'hyperactivité est quelque chose de sérieux, évidemment. Maintenant, les questions que j'invite à se poser, c'est quelles limites avez-vous fixées à vos enfants? Est-ce que ça vous arrive de lui dire non à votre enfant? Si la réponse est non, en général la réponse est non à ces questions, pas de limite, l'enfant on lui dit jamais non, c'est pas étonnant qu'il fasse des bêtises. Évidemment, un enfant sans limite, sans repère, quand il est soumis à la collectivité, à la société, il n'a pas de limite non plus. Donc, c'est pas parce que mon enfant a un trouble que ça m'empêche de faire l'éducation. Encore une fois. Toujours sur l'éducation, l'école, et là, ça va dans les deux sens. Si mon enfant est mauvais à l'école, c'est parce qu'il n'est tout simplement pas fait pour l'école. Et c'est vrai. Il y a des enfants qui ne sont pas faits pour l'école. Il faut le dire, il y a des enfants qui ne sont pas faits pour l'école parce que la façon dont c'est enseigné, c'est pas fait pour lui. Mais la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que vous avez ouvert un de ces manuels scolaires quand même? C'est la première chose. Première question à se poser. Est-ce que vous regardez s'il fait ses devoirs? Est-ce que vous regardez comment il travaille? Et pareil, à contrario, les professeurs vont dire les élèves étaient meilleurs avant. Mais en tant que professeur, est-ce que c'est pas votre rôle de rendre les élèves meilleurs? Est-ce que votre rôle n'est pas simplement de faire comprendre les élèves, pas seulement de recracher un cours? Est-ce que la question, elle est légitime de se la poser? Est-ce que les programmes sont adaptés? Est-ce que les programmes sont aussi bons qu'avant? Est-ce que les élèves d'aujourd'hui n'ont pas des qualités que les élèves d'avant n'ont pas? Je pense que ces questions-là, il faut peut-être les repenser, parce que je pense effectivement que peut-être que les programmes ne sont pas adaptés, peut-être que c'est le rôle du professeur de rendre l'élève meilleur, peut-être que c'est le rôle de l'école de préparer les enfants à la vie d'adulte. Et donc, il faut s'adapter à son temps. Autre exemple, ce sera le bien-être. Évidemment, si je suis malheureux, c'est à cause de mon enfance, mais à quel moment tu te dis, je suis un adulte, je vais prendre ma vie en main? J'ai pris du poids, mais c'est parce qu'il y a quelques années, j'en sais rien, une excuse. Ouais, mais la question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que tu manges le soir? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu dors bien? Alors pourquoi on arrive sans cesse à ne pas prendre ses responsabilités individuelles? Mais en fait, il y a deux raisons principales. La première, elle est d'ordre psychologique. Parce que si je prends mes responsabilités individuelles, inconsciemment, je pourrais avoir l'idée de me dire « je suis nul ». Ou j'aurais peur du regard des autres en me disant « les autres vont penser que je suis nul ». Et c'est vrai que ça fait pas plaisir de se dire « je suis nul ». Mais faire des erreurs, ça ne veut pas dire être nul. Et reconnaître ses erreurs, ça ne veut surtout pas dire être nul. Justement, c'est ça être un adulte, de dire quelle est ma responsabilité individuelle. Il ne faut pas penser qu'on est nul parce qu'on a une responsabilité individuelle. On n'est pas forcément coupable, mais on a une responsabilité individuelle. Et ça, c'est le premier filtre pour se protéger. Plutôt que de se dire j'ai une responsabilité individuelle, on va se dire je suis victime de quelque chose. C'est un moyen de protection. Et la deuxième raison que je vois, c'est que l'État intervient de plus en plus dans notre vie tous les jours et ne nous rend pas autonomes. C'est-à-dire qu'il a commencé à nous prendre en charge, à nous cadrer une façon de penser, et du coup, on ne se rend plus responsable de rien.
Et ça, je pense que c'est très 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 dangereux, cette direction qu'on est en train de prendre. Je pense que tout le monde devrait prendre ses responsabilités individuelles, se poser les bonnes questions, ne pas compter sur l'État et faire attention à ce que l'État ne rentre pas trop dans nos vies privées.